à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert. Et aujourd'hui on reçoit Nicolas. Nicolas, comment ça va? Rebonjour Christophe, ouais ça va très bien en ce début de deuxième vague. En effet, rebonjour, parce que Nicolas, vous l'avez entendu déjà dans le premier épisode de Café Vert. D'ailleurs, il a servi un peu de crash test à ce podcast. Et a priori, ça devait pas être si horrible que ça si t'es revenu. Ouais, y a pire. Non, franchement, c'est une bonne initiative. Donc, je soutiens à fond, je suis fan numéro 1. Merci. Mais justement, là, à l'époque, tu nous avais parlé de végétarisme et de ton mode de vie en alliant végétarisme et sport en particulier. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet, de ton doctorat. Donc, pour résumer très rapidement, tu fais un doctorat dans les énergies, donc dans les systèmes d'énergie, énergie renouvelable, mais on en rediscutera plus en détail. Donc, ce sera, je vous le préviens, un épisode un peu plus technique, mais tout aussi intéressant, et vous inquiétez pas, on va justement le rendre le plus abordable possible. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'intitulé de ton doctorat? Ouais, c'est la question en général qu'il faut pas poser à quelqu'un qui est en train de faire son doctorat parce que c'est une remise en question constante. J'imagine. Et on va dire que ce sur quoi je travaille, c'est l'intégration des consommateurs industriels dans le réseau énergétique électrique en particulier, et ce à travers des mécanismes de marché pour inciter la réponse côté demande. Oula, les auditeurs, ne vous en allez pas, on va rendre tout ça beaucoup plus clair. Et du coup, Nico, je te laisse pour présenter un peu donc ce que tu fais de façon plus simple. Ouais, donc je pense que ce que je viens de faire, c'est un exemple concret d'obscurantisme scientifique qu'il faut éviter à tout prix. Donc on va essayer de clarifier ça un peu plus. D'abord, je crois que j'ai oublié de dire que mon doctorat, je le fais au Danemark, à University of Southern Denmark. Donc c'est dans la ville d'Odense, c'est à 2 heures à l'ouest de Copenhague. Et donc les Danois en général, ils sont assez connus quand même, question renouvelable, durabilité, etc. Donc, en tout cas, ils savent bien le vendre, y compris moi. Ça m'a attiré. Donc pour l'instant, j'ai pas de regrets. C'est vraiment une chouette expérience. Même toute la partie écolo avec les vélos. Ouais, c'est ça. Donc non, franchement, il y a vraiment une énergie, une volonté qui est quand même assez admirable là-bas. C'est vraiment chouette de faire son doctorat dans un environnement comme ça. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je peux fortement recommander. Mais revenons à nos moutons. Donc moi en fait, mon doctorat il se concentre plus, donc c'est dans le domaine de l'énergie, mais c'est plus côté consommation. Ouais, parce qu'en fait, le débat actuel, il est vraiment surtout axé dans le domaine de l'énergie, sur la production par les renouvelables, par le nucléaire, donc une production à bas carbone pour éviter le réchauffement climatique. Donc bas carbone qui émet peu de CO2, c'est vraiment le débat actuel. Voilà. Et moi, pendant toutes mes études, dans mon bachelor, master, etc., c'est vraiment la solution miracle qui est assez attirante en soi, quoi. C'est une approche technique assez attirante. Et il y a plein d'études qui démontrent que nous devrions avoir assez de renouvelables pour couvrir tous nos besoins. Mais le problème, c'est que une fois qu'on pose un peu le sujet, on voit vraiment que pour couvrir tous nos besoins, on aurait quand même besoin d'énormément d'éoliennes, d'énormément de panneaux solaires, etc. Et à tel point que, par exemple, si on multiplie par 10 ce qu'on a déjà installé actuellement, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il faudrait pour couvrir tous nos besoins. On peut se demander, est-ce que c'est vraiment renouvelable comme énergie avec toutes les matières premières dont on a besoin pour produire toutes ces éoliennes, ces panneaux solaires. En fait, je me suis rendu compte que tous ces efforts pour décarboniser notre production, c'est un peu une espèce de vision passéiste de la chose, parce qu'en gros, on essaye de faire comme avant, mais de manière propre. Alors qu'en fait, la vraie solution, c'est de réduire la consommation, parce qu'on n'a que besoin de produire tant qu'on consomme. Oui, c'est ça, c'est la phrase, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Et je pense que sur ce côté-là, il y a plein de choses admirables qui sont faites, dont ton podcast, et c'est un sujet qui est en général beaucoup plus vaste et complet, donc c'est pas que abordé par les ingénieurs, les économes, etc.
c'est vraiment un problème sociétal, philosophique, etc. Mais bon, pour quelqu'un qui fait un doctorat en ingénierie, des fois, c'est un peu frustrant quand tu fais face à quelque chose qui est pas chiffrable. Genre l'aspect effet rebond, l'aspect consommation, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas chiffrables. Donc, et aussi des choses qu'on ne peut pas tellement contrôler, c'est-à-dire le comportement de la population, j'imagine. Ouais, il y a un côté irrationnel, en fait, qui est dur à difficilement me décher dessus. Donc moi, je me suis dit, là-dessus, bon, certes, moi, avec mes qualités en tant qu'ingénieur, je peux pas forcément faire grand-chose là-dessus, mais je pense que la technologie a quand même un rôle à jouer là-dedans pour faciliter un peu cette espèce de raccord de la consommation à la production, donc rendre la consommation un peu plus soutenable. Et donc sur ce point-là, en fait, il y a deux aspects à la consommation. Il y a combien on consomme, mais aussi quand est-ce qu'on consomme, donc l'aspect plus qualitatif. Et moi, en fait, c'est sur ce deuxième aspect-là que je me concentre, parce qu'en fait, c'est un peu en réponse au fait que l'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui varie au fil de la journée, au fil des semaines, au fil de l'année, et de manière incontrôlable. Donc le vent, le soleil, on ne contrôle pas, contrairement à ce qu'on a l'habitude, donc le charbon, le pétrole, mais même l'uranium, on devait vraiment décider quand est-ce qu'on produisait. Et donc là, on rentre vraiment dans une espèce d'inversement des rôles, où c'est plus la production qui est flexible et qui s'adapte à la demande, ça devient la demande vraiment qui est obligée de s'adapter à cette espèce de production qui n'est plus flexible. Ça, c'est si on suppose que ça vient surtout solaire et éolien, enfin des renouvelables. Peut-être, ouais. Si je peux résumer ce que tu viens de dire si ça correspond à ce que tu disais. En gros, pour toute personne travaillant dans l'énergie, il y a une règle numéro 1, c'est que la production doit être égale à la consommation à tout moment. Donc c'est peut-être préciser ça, c'est dans l'électricité ne se conserve pas telle quelle, ne se stocke pas, et donc voilà, il faut trouver soit d'autres moyens de les stocker, soit que la production soit égale à la consommation. Et ce que tu dis, c'est que jusqu'à maintenant, on s'est surtout concentré sur la production, donc que la production soit égale à toute l'énergie que l'on consomme. Sauf que maintenant, avec les énergies renouvelables, c'est ça, on peut pas prévoir la production. Et toi, tu vois dans le contrôle, on va dire, de la consommation, un moyen de garder cet équilibre. Exactement. Et je pense que t'as bien eu raison de préciser le fait que c'est un problème de production égale demande, enfin consommation. Donc et c'est pour ça que t'as mentionné le mot stockage. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je pense que beaucoup de technophiles ont poussé pour l'aspect stockage d'énergie à travers des batteries, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui occupe une large place dans le débat avec tout ce qui est voitures électriques, etc., qui puissent stocker l'énergie pour l'utiliser après. Mais en fait, je pense que un facteur essentiel là-dedans, c'est aussi de savoir utiliser les ressources qu'on a déjà de manière efficace. Donc, typiquement, par exemple... Ça peut-être un exemple, ce sera le meilleur moyen d'aborder le sujet, ouais. Ouais, donc par exemple, si t'as un industriel qui, disons, crée sa boîte de cassoulet. Pour ça, il a besoin de viande qui va réfrigérer et qui va ensuite faire cuire. Le processus de réfrigération, c'est quelque chose qu'on laisse à une température constante. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est si on a une certaine heure où l'énergie est particulièrement polluante, en fait, ne pas refroidir à cette heure-là et refroidir un peu plus avant ou un peu plus après. Et du coup, on décale la demande et on ajuste un peu la demande à ce que le réseau peut nous fournir. Donc bon, ça, j'ai donné l'exemple du cassoulet, mais c'est pas forcément très végétarien et dans la vibe de ce podcast. En effet. Pareil pour la boîte de lentilles que l'industriel veut faire cuire. Si c'est un procédé qui veut faire cuire qu'une fois dans la journée, il peut vraiment décider quand est-ce qu'il veut faire cuire ses lentilles et en fonction de la quantité de CO2 dans le réseau, il peut vraiment décider s'il veut faire cuire ses lentilles avant, après, etc. Et si tu généralises ce système à toutes les usines d'un pays, finalement tu peux avoir des grands mouvements de consommation qui permettent de s'ajuster justement à la production. Ouais. Parce que en général l'industrie c'est à peu près je vais aussi revenir sur pourquoi je me concentre sur les consommateurs industriels mais l'industrie c'est à peu près même dans une industrie dans un pays comme le Danemark qui est pas qui disons post-industrialisé, ça reste à peu près 30% de leur consommation électrique. Okay. Donc j'ai dit électrique et pas énergétique, mais c'est quand même assez important. Et avec cette manière flexible, on dit qu'il y a à peu près 20 à 30% de cette consommation industrielle électrique qui peut être flexible. Du coup, ça représente un pourcentage non négligeable de ta consommation totale qui peut être ajusté. Ah oui, complètement, ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce qu'en fait, ce qui tue un réseau,
c'est les pics de consommation. Donc typiquement, quand les gens reviennent du travail, qu'ils allument la télé, regardent le match de foot et en même temps font bouillir leur eau pour les pâtes, etc. Donc là, du coup, tout le monde revient et on a ces énormes pics. Et pour ça, on a besoin d'avoir des turbines à gaz, à charbon en réserve qui sont prêtes à venir au secours dès qu'il faut. Et en fait, si on arrive à réduire ce pic, on n'a plus besoin de toutes ces centrales fossiles en réserve. Donc ce que je dis là, c'est un peu généralisé. Après, ça varie vraiment de pays en pays. Et en France, c'est un peu particulier à cause du nucléaire. Mais en général, ouais, c'est le discours qu'on peut avoir pour la plupart des pays. Donc en fait, si tu additionnes d'un côté une production qui est de plus en plus hasardeuse, on va dire, du fait que avec les renouvelables, on a de l'électricité quand il y a du vent, quand il y a du soleil, et qu'on peut pas forcément prévoir ça longtemps à l'avance, et que de l'autre côté il y a aussi une consommation hasardeuse due au comportement des personnes, voilà, par exemple un match de foot qui entraînerait un pic de consommation. Justement, il faut, c'est ce que cherche ton doctorat, à trouver un moyen d'ajuster tout ça et de revenir à l'égalité dont on avait parlé tout à l'heure. Ouais, donc c'est vraiment lisser la courbe. Donc lisser la courbe, on l'a entendu souvent en temps de Corona, etc. Essayer de aplatir, tout ça. Flatten the curve. Ce qu'on veut, c'est surtout pas atteindre, pour le Corona en tout cas, c'est qu'on voulait pas atteindre le pic de nombre de lits qu'on a. Bah là, en fait, pour le réseau, c'est pareil. On a un plafond qui est la capacité maximale de toutes nos turbines, de tous nos renouvelables, etc. Et si on atteint ce plafond, bah, on n'a pas d'électricité, etc. Donc, si on arrive à lisser un peu tout ça, bah, du coup, on réduit le plafond dont on a besoin. Et du coup, on réduit un peu nos besoins en énergie polluante, contrôlable, mais polluante. C'est vrai que c'est marrant la comparaison que tu viens de faire, parce que c'est vrai, et justement, toi, tu veux éviter ce cas-là, où, par exemple, on a une production électrique qui peut être d'un tel niveau, et que l'on soit obligé à un moment de réduire notre activité économique pour que tout le monde reçoive de l'électricité. Justement, ça, c'est le risque. Et c'est un peu la comparaison avec le confinement en France. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le premier interview post début de confinement en France. Et toi, tu veux éviter ça, en gros. Justement, c'est de trouver un moyen, que... Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'essaie de confiner les industries pour éviter que le système total s'effondre complètement. Mais de façon flexible. Mais de façon confinée sans que ce soit négatif. Donc, exactement. Quand tu es confiné 1 heure, ça veut dire que l'heure d'après, tu peux sortir 2 fois plus et faire 2 fois plus la fête. Donc, ça se compense, en fait. Donc, en énergie, on dit, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais, donc en fait, toute l'énergie que t'as pas utilisée, surtout pour un procédé industriel, si tu veux faire en sorte que leur production industrielle soit constante à l'année, donc soit pas affectée par ces variations d'énergie, tout ce que tu ne produis pas à 1 heure, tu vas pouvoir produire plus l'heure d'après. Donc c'est vraiment un jeu d'optimisation. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on n'aborde que maintenant, et pourquoi on n'y a pas pensé il y a 10, 30 ans? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui dépend, c'est une technologie d'information. C'est pas une technologie comme les éoliennes ou les photovoltaïques qui sont vraiment quelque chose de concret qu'on peut toucher et qu'on peut montrer au client. Donc il est très content. En fait, la réponse côté demande, c'est plus en fait un concept basé sur les données. Donc en fait, on a besoin de savoir exactement à la minute près combien est-ce qu'on consomme et qui consomme quand, où ça. Pour ça, en fait, ça requiert énormément de capteurs et de traitement d'informations qui a été seulement possible grâce à la digitalisation ces dernières années. Et donc en fait, on en revient à tous les mots buzz, etc., big data, machine learning, etc. En fait, c'est plus une meilleure compréhension de notre consommation qui permet ensuite de l'ajuster, etc. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ton frigo il opère constamment, c'est que en fait, c'est la manière la plus simple. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est arrêter ton frigo 5 minutes et recontinuer 5 minutes après. Ça va pas le tuer. Enfin, les conditions sont les mêmes. Mais c'est juste qu'en fait, on avait aucune raison de le faire avant, quoi. Et puis on ne pouvait pas trop, on n'avait pas trop d'informations sur le coût de l'électricité, etc. Mais comment sont récupérées ces données, justement tu les récupères comment c'est une des raisons pour laquelle je me concentre d'abord sur les acteurs industriels. C'est que eux, ils ont déjà tous ces compteurs sur tous les procédés industriels qu'ils ont, parce que pour eux, c'est une question d'argent. Ils ont des procédés qui coûtent énormément d'énergie. Donc pour eux, en termes d'efficacité énergétique, donc il y a l'efficacité énergétique, c'est une chose, et la flexibilité énergétique, c'est autre chose. Mais les industriels, ils sont déjà habitués à tout ce qui est côté efficacité. Donc, tu peux préciser, c'est quoi l'efficacité énergétique? Donc l'efficacité, c'est tout con, c'est essayer de consommer le moins possible. Et la flexibilité, c'est essayer de consommer aux meilleures heures possibles. Donc c'est plus une question de temps qu'une question de quantité. Ça marche. Donc moi je
je m'occupe plus sur le côté flexibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que les industriels, ils ont déjà le côté efficacité pour une question d'argent. Donc, ils ont tous cette infrastructure en place, tous ces capteurs, tous ces etc., qui vont ensuite être recueillis et accessibles à des pauvres doctorants comme moi qui peuvent ensuite faire le traitement de données. Et pour les consommateurs privés, ça arrive aussi. Je vous rassure, c'est pas Big Brother, etc. C'est des capteurs qui, à l'heure près, vont mesurer ta consommation. C'est pas pour des raisons de surveillance, c'est vraiment pour avoir une meilleure idée des profils de consommation pour pouvoir ensuite ajuster ces profils de la manière dont on a parlé, quoi. Mais c'est ces compteurs Linky dont on parle en France. Je crois qu'il y a eu un débat là-dessus. C'est vrai qu'ils sont pas forcément bien acceptés du fait que justement on puisse savoir à tout moment combien consomme la personne. Et je sais qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus. Après, je crois que maintenant c'est quand même assez généralisé. C'est que les gens qui lancent ces débats vont le poster sur Facebook où Facebook a ensuite accès à toutes ces données, etc. Donc, je veux dire, ouais. C'est ça, parce que je voulais un peu aborder justement le débat par rapport juste le débat par rapport à la réglementation européenne. Maintenant on parle beaucoup avec le RGPD, comment donner une valeur aux data, comment protéger les données des personnes. Est-ce que ça rentre pas en contradiction avec toute cette politique justement, ce dont tu parles? Je pense que les données, c'est quelque chose dont on n'est pas encore assez conscient et peut-être pas assez méticuleux. Et on n'a peut-être pas assez d'expérience, surtout ceux qui sont dans la politique, n'ont pas vraiment une idée du potentiel de toutes ces données. Donc c'est pour ça qu'on en parle peut-être pas assez. Mais je pense que les données, c'est justement c'est ça, c'est un potentiel. Un potentiel, ça peut être soit négatif, soit positif, en fonction de la manière dont on l'utilise, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de régulation claire. Mais je pense que avec les régulations en place, ces données peuvent avoir quand même contribué de manière énormément positive à la stabilité du réseau, etc. Donc je pense que c'est une question de comment on le fait, c'est pas si on le fait. D'ailleurs, je crois qu'au Danemark, c'est déjà mis en place, en partie, non? C'est ce que tu me disais? En fait, au Danemark, depuis août 2020, toutes les maisons devaient être équipées d'un compteur comme ça. Ok. Donc, c'est déjà le fait, et c'est déjà le cas. Et maintenant, c'est ça, en fait, c'est l'infrastructure est en place. Maintenant, il faut mettre en place tous les mécanismes pour utiliser tout ce potentiel. Parce que les données, c'est une chose, mais ensuite, il faut pouvoir les traiter, et c'est là que la valeur ajoutée est vraiment créée. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire, toi, en tout cas, le système, avec ces données pour justement améliorer cette consommation? Est-ce qu'il y a déjà des projets en place? Ouais, donc en fait, toutes ces données, tu veux bien sûr éviter que, c'est pas le consommateur lui-même qui va constamment regarder ces données sur sa belle appli iPhone pour essayer de consommer à l'heure la moins chère. Parce que je pense que on pèterait très vite un câble, moi y compris, même si j'adore ça. Pour gagner quelques centimes. Et donc en fait, l'idée c'est que ces signaux, ils soient transmis à travers les marchés. Donc les marchés, c'est souvent un gros mot, surtout dans le milieu, disons, de la durabilité, etc. Mais donc en fait, il faut comprendre que le prix, l'électricité en général qu'on achète, nous on reçoit un prix fixe en tant que consommateur, mais derrière il y a plein de mécanismes cachés qui font que l'électricité elle a un prix variable en fonction du temps. Ça marche. Et donc en fait, l'idée c'est de consommer ton électricité aux heures creuses. Alors tu me diras, qu'est-ce que le prix de l'électricité a à voir avec si elle est polluante ou pas? En fait, la manière dont les marchés sont créés, en tout cas dans l'espace nordique, qui représente un cas futur de beaucoup d'autres marchés en Europe, les heures creuses, donc les heures les moins chères, correspondent aussi les heures avec le moins de CO2 dans le réseau. Parce que les renouvelables, justement, pour le vent, elles doivent rien payer. Pour le solaire, elles doivent rien payer. Alors que une centrale à charbon, une centrale à pétrole, elle doit rembourser les coûts d'opération de charbon, etc. D'accord. Donc, par heure, elle coûte plus cher. Donc, en fait, tout ça pour dire que quand ton électricité est la moins chère, elle est aussi la moins polluante. Okay. Donc l'idée, c'est d'avoir ton fournisseur d'électricité qui ajuste pour toi l'heure à laquelle il va consommer ton énergie. Et comment il peut justement faire évoluer ta consommation personnelle en fonction de l'énergie en agissant sur ton électroménager par exemple, c'est quoi quels sont ces leviers? Ça va pas être l'électroménager. Souvent, il y a différents types de produits consommateurs. Il y en a qui sont flexibles, et il y en a qui ne sont pas. Donc la lumière, typiquement, c'est pas très flexible parce que quand tu l'as allumée, c'est que tu en as besoin. Oui. Après, on peut éteindre la lumière quand on n'est pas dans la chambre, mais ça c'est plus une question de réduire ça. Pas de la rendre plus flexible. Par contre, ton frigo, comme je disais, qui
qu'il ajuste sa consommation, souvent tu peux même ajuster de 20-30 minutes. En fait, toi, en tant que consommateur, tu t'en fous de quand est-ce qu'il consomme. Toi, ce que tu veux, c'est que la température soit constante. Et tant que la température est respectée, cet agrégateur, donc c'est la personne en charge de ton électricité, a cette espèce de marge de manœuvre pour adapter ta consommation. Et donc c'est aussi ce que je disais avec ces industriels. Tant que leur production journalière est respectée, ils acceptent que cette personne joue un peu avec leur consommation. Donc en fait c'est un problème c'est un contrat. Il doit respecter ta demande et en échange tu lui offres une ouverture un peu à ta consommation qui lui permette entre guillemets, bon c'est pas le bon mot j'imagine, mais de jouer avec les différents ton frigo ou autre. Et jouer c'est vraiment pas c'est pas loin quoi, parce que et c'est là qu'on arrive vraiment à mon sujet de thèse. C'est en fait c'est l'idée, c'est comment est-ce qu'on joue de la meilleure manière dans le marché énergétique. Donc pour un certain si je suis en charge de tel ou tel consommateur industriel, comment est-ce que je fais en sorte que avec les contraintes qu'il me donne, je puisse optimiser son énergie pour qu'elle soit la plus verte possible en jouant sur les marchés. Donc en fait mon sujet de thèse c'est définir la meilleure stratégie de jeu en fait. Ok. Du point de vue, donc toi tu prends le point de vue de l'industriel ou du fournisseur à ce moment-là? Alors là, tu as raison, il y a deux points de vue en fait. Il y a d'un côté le point de vue industriel, donc là ça va être que en gros réduire ses coûts ou réduire ses émissions de CO2 pour une certaine quantité d'énergie délivrée. Et après il y a le côté pas forcément on disait supply, mais côté opérateur de réseau qui lui en fait va surtout s'intéresser au fait que les pics soient respectés, que ce que je disais, donc la courbe totale de la demande soit lissée et qu'on a besoin, qu'il y ait moins d'impact sur le réseau. Parce qu'en fait il faut se dire que de nos jours ça paraît déjà assez dur d'équilibrer la production et la demande, mais dans le futur, si la plupart des consommateurs ont par exemple une voiture électrique, la capacité d'une batterie de voiture électrique, c'est à peu près 10 fois la consommation journalière d'une maison de 4 personnes. Une seule batterie lithium une seule batterie lithium de voiture Tesla. Donc c'est du haut de gamme, mais on peut dire que dans 20 ans, je pense que le haut de gamme sera la norme. Enfin, ce qui est bien maintenant sera même pourri dans le futur, j'espère. Mais donc tout ça pour dire que c'est des quantités énormes d'énergie. Bien sûr, tu vas pas recharger, enfin t'auras peut-être pas besoin de recharger tous les jours, comme t'as pas besoin de faire le plein tous les jours, mais ça représente quand même une quantité énorme d'énergie quand il y en a besoin. Du coup, pour les opérateurs de réseau, c'est aussi un énorme défi. Et si on arrive un peu à ajuster cette consommation au fil des heures pour éviter que tout le monde recharge sa voiture électrique quand il revient à la maison au même moment, à la fin du boulot, ça serait pas mal quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un gros enjeu par rapport au futur, c'est que là on réfléchit avec une consommation qui peut rester constante, mais a priori la consommation électrique de chaque personne, du fait de l'amélioration technologique de nos télés, de nos écrans, des écrans toujours plus grands, la voiture électrique également, a priori c'est pas trop faire de spéculation que dire que dans quelques années notre consommation sera plus élevée que maintenant, et comment à ce moment-là ça peut réagir justement? Donc ouais, je pense que notre consommation énergétique totale va diminuer, parce que j'espère qu'on aura quand même une conscience écologique un peu plus et qu'on aura toujours plus de mesures d'efficacité, mais bon, il y a l'effet rebond, on peut en reparler. Mais oui, je pense que la consommation électrique, elle, va augmenter, ça c'est à peu près sûr. Et là justement, il faut éviter encore plus ces pics de consommation. Et donc, à travers le modèle que je développe, en fait, j'essaie de voir, en fonction de la stratégie de flexibilité, à quel point est-ce que j'ai de plus ou moins de pics par rapport à une consommation, disons, bête, où chacun recharge sans vraiment réfléchir au coût de l'électricité. Et donc, l'objectif final de ta thèse, c'est de pouvoir définir une vraie stratégie à l'échelle d'un pays, c'est ça? Bon, c'est quand même assez ambitieux. Je pense que, en fait, ce serait de développer une méthode que ensuite un consommateur industriel peut appliquer à son propre procédé. Parce que le défi, en fait, c'est que le défi des consommateurs industriels, c'est que chacun est très différent quand même. Un industriel qui va moudre du ciment va avoir des propriétés très différentes d'un consommateur qui refroidit de la viande. Alors que un consommateur, disons, particulier, qu'on le veuille ou non, enfin, on est tous à peu près très semblables dans notre consommation. On a tous besoin de chauffage, on a tous besoin de transport, tous besoin de cuisiner. Donc côté particulier, en fait, c'est plus uniforme mais moins prévisible. Alors que côté industriel, c'est plus prévisible parce qu'ils ont des plans de consommation mais moins uniformes. Donc en fait, moi, c'est plus développer une méthode générale qui soit applicable ensuite à des cas particuliers pour chaque industriel. Donc pour dans 2 ans.
Donc, content d'être Il y a du boulot. No pressure. C'est comme tout, hein. Faut avoir de grandes ambitions et après, on ajuste. Toujours. Et justement, t'as appliqué ces cas, en tout cas cette méthodologie, à des cas concrets, à des pays ou autres? Ouais, donc ce que j'ai oublié de dire en fait, c'est que mon doctorat c'est une collaboration entre le Danemark et la Chine. Donc On parle beaucoup de la Chine en ce décidément, moment. on parle beaucoup de la Chine en ce moment, pas forcément en de bons termes, mais je pense que c'est un pays qui est tellement grand et tellement dynamique en ce moment, on n'a pas vraiment le choix que de s'y intéresser de nos jours. Et je pense que mieux vaut comprendre la Chine et essayer de travailler avec elle plutôt que de travailler contre elle, parce que je pense que c'est un pays qui a énormément d'énergie et qu'il faut savoir canaliser dans la bonne direction. Donc je pense que avoir une meilleure compréhension de la Chine, c'est quelque chose, surtout pour notre génération, c'est quelque chose d'inévitable. Donc, ouais, l'idée, en fait, c'est d'appliquer d'abord cette méthode à quelques industriels danois avec qui je travaille déjà, on est déjà en échange, et ensuite comparer ces résultats avec des industriels chinois. Parce que l'idée, c'est que j'irai 1 an en Chine, Ah oui. sous peu. Si les frontières sont ouvertes. Ouais, mais ouais, donc l'idée, en fait, ce serait ensuite d'avoir des données là-bas et de comparer. Et en fait, c'est vraiment en Chine qu'il y a vraiment un énorme potentiel parce que du coup, là-bas, le secteur industriel, c'est 70% de la consommation électrique du pays. Et surtout, ils ont encore très peu de ces systèmes mis en place. Donc, il y a énormément de potentiel, surtout qu'ils ont des industries comme le ciment, l'acier, etc., qui sont typiquement très propices à la flexibilité énergétique. Et qui consomment également beaucoup d'énergie, de ce que je sais. Et qui consomment énormément, ouais. Donc, il y a un travail à faire d'un côté du côté efficacité, mais aussi du côté flexibilité, comme j'ai dit. Et je pense que travailler sur le côté émission, le côté consommation de la Chine, c'est vraiment un truc qui nous concerne aussi, parce qu'il faut pas oublier que tous les jolis vélos qu'on va acheter à Decathlon, pour notre cause écolo, ils sont quand même produits en Chine. Donc c'est injuste en quelque sorte qu'on vende ce vélo écolo en France, zéro émission, alors que toutes les émissions, elles ont été faites en Chine. Donc c'est un peu notre problème aussi. Donc c'est pour ça que je pense que des collaborations comme ça, d'un pays entre le Danemark qui est pionnier dans les renouvelables, qui a beaucoup à enseigner à d'autres, même si c'est un tout petit pays, c'est un pays qui peut apporter beaucoup, et je pense que c'est un pays aussi qui a vraiment compris ça d'un aspect économique aussi. Les renouvelables, c'est quelque chose qu'ils connaissent, ouais. Oui, et puis ils ont aussi su construire vraiment un savoir-faire et une économie autour de ça qu'ils peuvent ensuite vendre. Enfin, ça leur donne un énorme soft power envers d'autres pays, même envers la Chine. Ouais, ok, je vois. Donc c'est intéressant. Et donc vraiment, c'est appliquer, c'est pas faire une comparaison entre le Danemark et la Chine, on est d'accord, c'est vraiment tester ton modèle sur ces deux pays et voir est-ce que c'est possible. Ouais, bah j'avoue que je suis pas sûr encore exactement si je veux faire une comparaison ou développer une méthode dans un pays pour l'utiliser dans l'autre. Je pense que les deux sont intéressants, mais je pense que ouais, il y aura inévitablement un élément de comparaison aussi. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que la Chine est actuellement dans un processus de libéralisation de son marché énergétique, qui jusqu'à maintenant est complètement centralisé. Enfin, les prix sont décidés par l'État. Okay. Ils veulent un peu faire ce qu'on fait en Europe. Et pour ça, les pays du Nord sont un modèle, parce que faut savoir que le réseau norvégien, suédois, danois, tout ça, c'est intégré en un réseau. Et c'est ce qu'ils veulent un peu essayer de faire à l'échelle de la Chine, qui jusqu'à maintenant a plusieurs réseaux au sein du pays et veulent essayer d'unifier tout ça. Pour la rendre plus compétitive, en tout cas plus optimisée. Ouais, c'est un autre, l'interconnexion entre les zones, c'est un autre élément de la flexibilité qu'on va pas aborder maintenant, mais qui est tout aussi important que la flexibilité temporelle dont j'ai parlé maintenant tout ce temps-là. C'est la flexibilité spatiale. C'est de pouvoir vendre son énergie chez le voisin si tu n'en as pas besoin chez toi. Chez les Espagnols qui font tard la fête, quand tu es danois et que tu vas au lit à 10h et que tu te lèves à 5h. Etc. Donc je pense que c'est un autre sujet aussi, mais l'unification des zones, c'est aussi quelque chose qui est très important pour connecter les éoliennes où il y a du vent dans le nord et les panneaux solaires du sud, et que tout le monde puisse avoir... Donc c'est un beau projet d'unification européenne aussi, donc des bonus points pour ça aussi. Ça marche. Bah j'espère que vous avez tout compris. Peut-être, est-ce que tu aurais un mot pour conclure sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? On va dire, ça a été assez dense, je pense. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Je pense qu'en fait, c'est important de retenir que la flexibilité énergétique, il faut que ce soit vraiment considéré comme une ressource en soi, et que c'est quelque chose qui repose fondamentalement sur du savoir. Donc c'est plus une technologie de compréhension de consommation
Et une fois qu'on aura vraiment compris mieux nos dynamiques de consommation, c'est là qu'on pourra vraiment ajuster notre demande à la production plutôt que le modèle du passé où on ajustait aveuglement notre production à une demande fixe. C'est accepter, le message je trouvais assez beau en fait, c'est accepter les limites que nous impose la nature et essayer de jouer avec notre consommation en respectant les contraintes imposées par la nature, donc par les renouvelables. Et là-dessus, c'est vrai que ça correspond parfaitement avec l'esprit du podcast qui vise quand même dans l'idée à modifier, à adapter, à rendre plus flexible son comportement en fonction de tout ce qu'il y a autour de soi et de s'adapter. C'est pas un retour en arrière comme beaucoup le disent, hein. C'est pas le paysan qui est soumis aux règles de la nature sans pouvoir rien y faire. Je pense que le côté données et information et compréhension de la nature est très important et c'est là vraiment qu'on fait la différence. C'est parce que on comprend l'environnement qu'on peut vivre avec. Alors qu'avant, en fait, on essayait même pas de vivre avec. On essayait juste de faire notre propre petit monde à nous en pensant qu'on pouvait être complètement déconnecté de la nature. Ça marche. Bah, on va passer très rapidement sur les écolotips. Donc tu connais déjà le format, 4 questions, 4 réponses rapides sur les 3 sujets, les 3 thèmes de ce podcast, à savoir l'alimentation, les transports et la consommation zéro déchet, ainsi qu'une 4e question sur un média, un élément culturel que tu souhaites partager aux auditeurs pour qu'ils s'enseignent un peu plus sur l'environnement. Donc on va commencer par la recette végétarienne. Est-ce que tu as une nouvelle recette végétarienne que tu conseilles, que tout le monde peut faire chez soi? En fait, c'est pas forcément une recette, mais c'est plus, en fait, j'ai essayé de reconnecter le côté alimentation avec le thème de ce podcast. C'est penser flexibilité quand on mange aussi. Donc, par exemple, moi, j'adore les fraises. Et les fraises, on dit que c'est quelque chose, c'est typiquement un produit saisonnier en été. Et donc, en fait, si on veut manger des fraises toute l'année, on a 2 choix en hiver. Soit on congèle nos fraises congélo pendant la moitié de l'année pour pouvoir les déguster en janvier. Soit on fait de la compote ou de la confiture de fraises en été et on la consomme en hiver. Et il y a une de ces solutions qui est, disons, une flexibilité énergétique intelligente ou un stockage d'énergie intelligent, et l'autre non. Utiliser une confiture de fraises, c'est utiliser ton énergie en été pour bouillir tes fraises et ensuite pouvoir les déguster en hiver. L'autre fait une consommation, disons, plus quotidienne d'électricité pour les maintenir au frais, et peut-être forcément une manière moins écolo de manger ses fraises en hiver. Bon, c'est un peu un petit jeu intellectuel pour montrer qu'on peut appliquer la flexibilité à quelque chose de concret au quotidien. Ton pot de confiture, en fait, c'est un peu de l'énergie d'été stockée en hiver. Dans l'idée, pour aller un peu plus loin là-dessus, c'est une idée que tout le monde peut appliquer, j'imagine. Je sais pas si tu l'appliques toi, c'est de faire des conserves soi-même, des pots avec par exemple des légumes dans du vinaigre qui peuvent durer plusieurs mois, c'est ça? Ouais, c'est aussi une option. Tu l'appliques? En fait, j'ai entendu un podcast que tu as fait il y a quelques semaines sur les épluchures de melon. Pastèque. Oui, les cornichons de pastèque de Julie. Ouais, alors, cornichons de pastèque, alors ça, j'ai essayé. Alors? Je veux dire que c'était pas mal, ouais. Ah, ok, je pense que je dois jouer avec mon dosage de sucre vinaigre, mais il y a du potentiel. Julie, si t'écoutes cet épisode, t'as un adepte. Ouais. Une destination que tu conseilles. Peut-être, la dernière fois, t'avais parlé d'une destination en France. Peut-être là, tu peux nous parler d'Odense, d'ailleurs, là où tu vis. Est-ce que tu conseilles aux personnes de venir à Odense ou au Danemark en général? Oui, carrément, parce que le Danemark, c'est pas que Copenhague, comme la France n'est pas que Paris. Et il y a de bien belles régions en dehors, et qui sont même très sympathiques, surtout en temps de confinement, parce que, bon, je peux pas faire le malin, mais nous, on n'est pas confinés encore. Et on a surtout de grands espaces ouverts avec des belles plages nordiques. Oui, l'eau est froide, mais belle, et on peut quand même aller se baigner. Surtout, c'est des grands espaces ouverts qui font bien plaisir. Alors, je sais peut-être pas la saison pour ça, mais l'été prochain, si les frontières ouvrent. Ouais. Une astuce zéro déchet que tu appliques ou que tu aimerais appliquer. D'ailleurs, peut-être là-dessus, est-ce que je peux te demander la couture, tu t'y es mis ou pas finalement depuis le premier épisode? Écoute, en ce moment même, je porte un jean qui a un énorme trou et qui aurait grand besoin de couture, donc la réponse est non. Mais c'est encore dans l'esprit. Et peut-être t'as une autre astuce zéro déchet Ouais, mais là encore une fois, je vais être un peu provocateur et essayer de ramener encore une fois au thème et dire que, comme on a parlé de la consommation énergétique des industriels, toute chose faite soi-même n'est pas forcément la meilleure option pour l'environnement. Il y a quand même, faut penser que les industriels, la manière dont ils ont fait leur procédé, c'est optimiser énergétiquement. Donc bien sûr, je suis pas en faveur qu'on
en Grèce des grandes multinationales qui utilisent des OGM, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un entre les deux, entre faire son pain soi-même, qui a été la mode pendant le confinement, et acheter du pain de mie tout pourri. Enfin, en France, c'est particulier parce qu'on a justement cette boulangerie qui fait l'entre-deux. Et je pense que ce qu'on fait avec le pain, on pourrait le faire avec bien d'autres produits. Et je pense que le consommer local est beaucoup plus important que consommer, que le faire soi-même, parce que le boulanger, lui, il fait bien attention à utiliser le moins d'énergie possible. Et surtout, il a un savoir-faire, et puis c'est bon. Et je pense que l'industrie locale, il y en a besoin. Il y a besoin de la soutenir, surtout en ce moment, de confinement, tout ça, c'est un peu dur pour eux. Donc, pour garder un dynamisme et une sorte de solidarité, un esprit de ville, de communauté. Aussi, je pense qu'il y a plein d'aspects bénéfiques. Consommer local, c'est aussi avoir plus d'influence sur ce que ton producteur va te fournir. C'est aussi avoir cette relation aux vendeurs, avoir cet esprit de communauté. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus que le point de vue énergie ou environnement simplement. C'est aussi le côté social. Et ouais, consommer local, on nous le répète, mais je pense qu'on fait pas ça. Ça marche. Un élément culturel, livre, film, que tu conseilles pour toute personne qui souhaiterait se renseigner sur le sujet? Bon, je vais faire dans le classique, mais en livre, il y a Homo sapiens de Yuval Noah Harari, je crois. C'est ça, ouais. Je pense que, moi, le message dont j'en ai vraiment retenu, c'est qu'en tant qu'humain, on a vraiment quand même des réflexes profonds qui sont ancrés par des milliers d'années d'évolution, et que notre volonté d'améliorer le monde et de le rendre plus durable va quand même se confronter à ces espèces d'instincts et de pulsions humaines. Et donc, faut pas s'attendre que tout soit réglé avec la bonne volonté. Je pense qu'on a quand même besoin de la technologie pour nous aider, pour nous guider dans cette bonne volonté. Donc je pense que, pour moi, la technologie, c'est vraiment un guide et qui permet de faciliter, de diriger un peu cette bonne volonté dont on a, mais qui se confronte quand même vachement souvent à nos pulsions, animales qu'on a. Et je pense que c'est quelque chose qui s'applique à la cause de la durabilité, comme qui s'applique aussi au coronavirus et toutes les restrictions qu'on nous impose en ce moment. Non, c'est vrai, et si tu le permets, je vais faire une petite publicité personnelle, à savoir, c'était un de mes articles que j'avais écrit cet été, Fièvre et climat, le cerveau dans tous ses états, où justement je parlais de ce dont tu parles. En fait, c'est les biais cognitifs qui, dans le cas de la lutte contre le réchauffement climatique, nous poussent instinctivement à faire l'inverse de ce qu'on souhaiterait faire pour la planète, et que c'est pas un drame, mais c'est un travail quotidien. Donc non, mais c'est tout ça pour dire que la bonne volonté, il en faut, mais il faut aussi que ce soit canalisé aidé par la technologie, la régulation, etc. Donc, faut qu'on s'y mette tous ensemble. Ouais, c'est une bonne conclusion pour cet épisode. Merci. Classique, mais c'est vrai. Merci Nicolas pour avoir décrit le plus simplement possible. Pour moi, c'était clair. Après, si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser a posteriori, soit à moi, soit à Nicolas directement en commentaire du podcast. Et c'est la deuxième fois, mais comme on dit toujours, jamais 203. Donc, quand tu veux, tu reviens sur ce podcast. Ouais, écoute, c'est toujours un plaisir. Ça fait toujours du bien de réfléchir à son propre sujet, parce que des questions, j'en ai aussi à moi-même souvent, donc et des fois on trouve la réponse en parlant. Donc, merci à toi encore. Merci à toi, et on se retrouve pour un tout nouvel épisode très bientôt, en confinement encore, je pense. Allez, à plus. Merci Christophe. Salut, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.